départemental ou ARS, il n'y a aucune confiance. Hein. Parce Mais... que le conseil départemental, que ce soit M. Rochette ou autre... Alors, je tenais à dire, hein, je remercie quand même le personnel, parce que vraiment, c'est un travail dur. Quand on était c'était dans une phase où on ne savait pas où ça allait, le personnel, il y en a beaucoup qui est parti, et malheureusement, pour ceux qui restent, ça a été très dur. Ils ont assuré. Merci à vous. Merci monsieur. Alors nous accueillons monsieur Paul Cesbron qui est médecin animateur de la coordination nationale des collectifs de défense des hôpitaux et maternités de proximité, ancien obstétricien à la maternité de l'hôpital de Creil. Nous en parlons au début de cette soirée qui vient de fermer. Alors peut-être que monsieur Cesbron souhaitera intervenir d'ici quelques minutes. Voilà, on le laisse s'installer tranquillement. La question, alors vous vouliez intervenir à nouveau? Ah d'accord. Voilà. Madame. Bonsoir. Il fonctionne bien, allez-y. Non, je veux simplement poser la question, ne serait-ce que savoir si l'hôpital de Rambouillet est considéré comme un hôpital de proximité. Franchement, je vais essayer de répondre à votre question parce qu'elle est tout à fait centrale et importante. Mais prenez la parole, dites-nous comment vous ressentez la situation et puis quelles sont vos idées, voire vos critiques sur ce qui se passe aujourd'hui. On souhaite que ce soit un moment d'échange et participatif. Vous avez des idées. Quand on distribue nos papiers dans la ville, notamment sur le marché, il y a des gens qui s'arrêtent, nous parlent, nous disent leur attachement à cet hôpital, il ne faut pas qu'il ferme, on veut le conserver. Sur cette histoire va-t-il devenir un hôpital de proximité? Vous savez, on est dans une période terrible, parce qu'on emploie les mots les plus positifs pour essayer de cacher des choses qui le sont beaucoup moins. La ministre a présenté, vous l'avez peut-être entendu, la nouvelle organisation, mais Paul Cesbron reviendra en détail tout à l'heure, 3 niveaux d'hôpitaux. Premier niveau, pôle d'excellence, ça sera les CHU, qui vont se modifier, mais bon, chacun sait, il n'y en a pas partout des CHU, c'est des établissements puissants, dotés de moyens techniques importants, modernes. Ici, c'est... Non, c'est pas un CHU, c'est Ambroise Paré, c'est Paris. Alors nous, on est dans la région parisienne, mais moi je suis originaire du Limousin, enfin l'ex-Limousin, ça n'existe plus aujourd'hui. Il y avait Limoges, qui était le CHU pour plein de départements aux alentours. Ce qui est à la fois intéressant, mais pose des problèmes, parce que quand on va loin, les familles ne peuvent pas venir. On en avait débattu avec Paul lors d'une précédente réunion. C'est très important dans la démarche de soins que la famille soit proche. C'est des établissements un peu usines. Alors après, il y aura les établissements de premier recours. Dans les Yvelines, on en a plusieurs. C'est l'hôpital de Rambouillet, c'est Mignot, c'est Poissy, Poissy-Saint-Germain et c'est Mantes-la-Jolie. C'est des hôpitaux où il y a plein de spécialités, des maternités, de la chirurgie, on appelle ça la médecine, chirurgie obstétrique, et plein d'autres. Voilà. C'est des hôpitaux, quand on a, ça prend en charge 90% de nos problèmes de santé. Il y a un accident de la route, les gens sont blessés, on les amène à l'hôpital de Rambouillet pour notre secteur. Puis il y a une troisième catégorie qui est nouvelle et que l'on appelle des hôpitaux de proximité. En réalité, c'est des coquilles vides. Ils n'auront que le nom d'hôpital, mais ne seront plus des hôpitaux au sens traditionnel où on les appelle. Ils auront sans doute un plateau technique pour faire de la radiologie, l'imagerie. Il y aura des médecins spécialistes. On y fera des consultations essentiellement. Il y aura une partie gérontologie qui sera développée. Ça sera, si vous voulez, des centres, des maisons de santé musclées. Mais ça ne sera plus du tout l'hôpital vers lequel il n'y aura pas d'urgence, évidemment, pas d'équipe de réanimation. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, on est en train de dégrader le tissu des hôpitaux tels qu'ils ont été constitués durant des décennies et qui répondent par leur puissance d'intervention à beaucoup de nos problèmes de santé et qui sont pas loin de chez nous. Et c'est ça la difficulté. Alors on nous dit, à Rambouillet, vous avez de la chance, vous êtes entre Versailles et Chartres, vous êtes dans un bassin de population de 200 000 habitants, ils ne vont pas y toucher.
pour l'instant, l'évolution, pour revenir à ce que tu disais Irène, c'est quand même une dégradation continuelle, et probablement que la mobilisation des personnels et des patients a freiné un peu cette évolution négative, mais quand même la tendance n'est pas bonne. Et moi je ne mettrai pas ma main à couper que dans les 10 ans qui viennent, la MCO reste à Rambouillet. J'en sais rien, j'espère qu'elle y restera. Je pense que ça dépendra beaucoup de notre engagement aux uns et aux autres et de la mobilisation évidemment des personnels, mais rien n'est réglé sur cette question, même si ça n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc il y a du souci à se faire, il faut suivre ça de très très près. Mais voilà, est-ce que c'est intéressant de garder un hôpital comme celui de Rambouillet dans notre région, où on a tout ce qu'un hôpital a pour prendre en charge? C'est une question importante, et c'est important que vous donniez votre point de vue là-dessus. Mais est-ce que l'objectif des décideurs ne serait pas de déclasser Rambouillet en lui faisant toutes les misères du monde que l'on connaît, pour le transformer en hôpital de proximité, vu qu'il y a Mignot qui est lui de première catégorie. C'est le premier recours. Premier recours, voilà. Ils se rendent pas compte du transport. Et qui est la tête de pont du groupement hospitalier de notre secteur, Yvelines Sud. Parce que quand on a un accident, quelqu'un de blessé, Versailles, c'est pas la porte à côté, compte tenu en plus du moment de la journée où ça peut arriver et des problèmes routiers. Enfin, je veux dire, les gens ils laissent pas passer les ambulances aujourd'hui, hein, quand même, hein. Relativement, mais pas comme en province. Sur la nationale 10, il y a bataille. Monsieur qui va parler. Oui, moi je suis un potentiel usager de l'hôpital. J'espère que je resterai longtemps qu'un potentiel. Donc je remercie les personnels hospitaliers qui sont ici présents et qui ont témoigné de leur vécu quotidien et du vécu de leurs collègues de travail. Je trouve que c'est très important d'entendre ça, de mesurer ce qui se passe concrètement dans l'hôpital. Alors moi, mon regard, il est un petit peu différent, c'est un regard un peu extérieur à l'hôpital, mais qui est évidemment dans la problématique de ce soir. Alors, la première chose que je veux dire, c'est remercier le collectif qui a organisé cette réunion, parce que, je veux faire une petite remarque, j'ai participé à certaines réunions du grand débat national récentes dans le sud d'Yvelines, et je dois dire que je suis resté sur ma faim. Et la réunion telle qu'elle s'ouvre ce soir, je trouve qu'il y a du tonus et on voit que quand même ça part des préoccupations concrètes des citoyens, et je m'en félicite et je félicite le collectif de l'hôpital d'avoir organisé cette réunion. Il s'avère que tout à l'heure, juste avant de venir, un peu par hasard, j'étais sur Internet et ça m'a amené la réflexion suivante. Je suis tombé sur Internet sur la création de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a 73 ans, la France sortait de la guerre et la France a été capable de créer ce système de sécurité sociale. La France, à l'époque, démolie par la guerre, et un système qui a fait envie au monde entier et qui fait toujours référence dans le monde entier. Et on veut nous faire croire aujourd'hui que ce système-là, qui permettait l'accès à tous à la santé, que ce système-là, c'est plus possible. C'est plus possible, la France n'aurait plus les moyens d'avoir un système de santé équivalent à celui qui a été mis en place en 1946. Alors, bien évidemment, quand je pose la question comme ça, vous voyez tout de suite que le problème qui se pose, c'est que c'est le problème du financement. Il y a une question majeure, c'est la question du financement des dépenses de santé aujourd'hui. Et on ne peut pas échapper à ce problème-là, parce que les hôpitaux, quels qu'ils soient, on voit que c'est un problème global, et c'est un problème global de financement des dépenses de santé. Est-ce que la société française accepte d'élever les dépenses de santé? Et où trouver les ressources pour ces dépenses de santé? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors je pense que les Français sont prêts, évidemment, sont prêts à faire que la France consacre plus de moyens au système de santé. Mais il faut aller chercher, je crois qu'il faut aller chercher l'argent où il est. Et aujourd'hui, malheureusement, la part dans les richesses produites en France, la part qui est consacrée à la santé n'a cessé de baisser ces dernières décennies. Quand on regarde dans les résultats
grandes entreprises et dans l'économie française, on s'aperçoit que la part des richesses produites consacrées au salaire et au système de santé a baissé de 10 points en 50 ans. Eh bien, c'est là qu'il faut, me semble-t-il, aller chercher l'argent nécessaire à répondre aux besoins tels qu'ils viennent d'être exprimés par les personnels hospitaliers. Là, je fais encore une parenthèse par rapport à cette observation, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit qu'une société moderne, ça se mesure au niveau, par exemple, de la bourse, au niveau du CAC 40, au niveau du nombre de grandes fortunes dans un pays. Je pense qu'une société moderne aujourd'hui, ça ne se mesure pas à ça. Ça se mesure au niveau de développement de la société dans sa globalité, c'est-à-dire l'accès à l'école, l'accès à la culture, l'accès à la santé, etc. Je crois qu'il faut renverser un peu les tendances des idées dominantes actuelles qui tendent à nous enfermer dans des problématiques comme celle-là. Enfin, pour conclure, je voudrais dire la chose suivante, parce que je suis par ailleurs président d'une autre association sur un terrain complètement différent du terrain de la santé, c'est que cette politique qui est menée aujourd'hui, pour qu'elle puisse s'appliquer, pour qu'elle puisse se faire, il faut qu'elle soit soutenue par les parlementaires. Sans le soutien des parlementaires, cette politique-là ne pourrait pas se mener. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est vrai dans d'autres domaines, c'est que sous la pression des populations locales, quelquefois les élus, les parlementaires disent soutenir les problématiques locales. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on regarde le résultat de leur vote dans les assemblées, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, eh bien, ils votent toutes les mesures qui vont justement à contresens de ce qui est exprimé par les populations. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut que nous soyons beaucoup plus vigilants, et je sais que le collectif fait ça, mais je crois qu'il faut le faire encore plus, de faire connaître la réalité des positions des parlementaires de notre département par rapport au budget de la santé et par rapport aux orientations les conséquences très concrètes qu'on voit aujourd'hui qui viennent d'être exprimées par les personnels hospitaliers notamment. Merci. Merci monsieur. On va passer rapidement la parole à monsieur Bonounou et puis ensuite il y a une autre personne qui souhaite C'était juste pour apporter une précision par rapport à la notion d'hôpital de proximité, d'hôpital de Rambouillet. Écoutez, c'est une inquiétude que nous avons. Je vais être très franc avec vous. La plupart des médecins ont peur qu'on devienne un hôpital gériatrique. La plupart. Oui, on est inquiets. En radio, nos collègues sont inquiets. Ils savent comment ça se passe. Ce qui reste en dernier lieu, c'est les appareils. Ils commencent à fermer les urgences, ils ferment la chirurgie, ils ferment la réanimation. Et les derniers à partir, c'est d'habitude ceux qui font l'IRM, ceux qui font les scanners. Ça, c'est la position des radiologues. Ils le savent très bien, ils en ont peur. Les chirurgiens aussi ont peur. Les réanimateurs ont peur. Tout le monde a peur que l'hôpital devienne un hôpital gériatrique. C'est ça la réalité. Parce que dans la pratique, d'ailleurs, nous le voyons, tout ce qu'ils disent aujourd'hui, l'administration, en tout cas l'ancienne administration, elle disait, l'avenir c'est la gériatrie. Voilà. Et les gens qui les écoutent, ce sont les gériatres. Voilà. Sinon même que certains sont dans leur giron purement et simplement. Donc c'est une réalité. Alors, à côté, vous avez les politiques, parce que les politiques rencontrent les syndicats. M. Larcher, par exemple, a fait comprendre à la CGT tout de même que ne vous inquiétez pas, nous ne deviendrons pas un hôpital de proximité. On ne va pas être un hôpital gériatrique. Mais ça, c'est la parole du politicien. Voilà les choses. Donc, voilà un peu la réalité. Ce qui est sûr, c'est que si on ne se bat pas, on deviendra effectivement un hôpital où ils vont enlever la réanimation, où ils vont fermer la chirurgie. Et regardez la tendance de la chirurgie. C'était de 50 lits. On en vient à 20. Un service, vous savez, finalement, quand on se retrouve avec 15 lits, c'est pas la peine de maintenir 4 chirurgiens, quoi. Ça ne sert à rien. Il faut fermer. Et c'était ça, en fait, l'objectif. Seule la résistance a permis jusqu'à présent de ne pas arriver à cette situation de fermeture. La réanimation, elle a été dans le collimateur. Voilà, je me souviens, lors de nos premières réunions il y a 4 ans, c'était la réanimation qui était dans le collimateur. Là, il y a eu des reculs. La réanimation est encore sauvée, et même ça entre griffes, parce que les réanimateurs vieillissants, ils ont, le chef de service doit avoir 67 ans maintenant, son adjoint, il a 67 ans, ils ont leur droit à la retraite. L'autre réanimateur a 65 ans.
Les petits jeunes qui sont arrivés, il y en a 2 ou 3, eux, c'est pas très certain, et ils menacent de partir. Donc, c'est un service qui, effectivement, est sous menace en réalité. Voilà. Pour les urgences, c'est très simple. Parce que pour les urgences, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent d'habitude, vous allez jusqu'à 18h30. 18h30, et puis après on ferme. Mais on sait que c'est le processus classique qu'ils utilisent. Et ces idées-là ont fait leur apparition à un moment donné. Mais, je dis, si on ne se bat pas, on devient effectivement un service qui va perdre sa maternité, qui va perdre sa chirurgie, qui va perdre immédiatement sa réanimation, bien sûr. On deviendra un hôpital gériatrique. Merci. Alors, je serais tenté de dire, en tant qu'observateur, que vous décrivez toutes et tous une situation très sombre. Et je serais tenté de dire, peut-être vu comme ça en vous écoutant, mais alors tout est perdu, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est possible pour l'hôpital public? C'est un point important, peut-être que... et puis, mesdames et messieurs, vous avez sans doute un point de vue, même si... alors, on va déjà donner la parole à monsieur, qui est juste là. Voilà, présentez-vous, monsieur. Oui, donc Jean-Marc Seller. Donc, en fait, moi, je suis à Rambouillet depuis fin 2017. Et j'étais à Clamart avant. Donc Clamart, on connaît Béclair, Percy, et puis plusieurs hôpitaux autour, mais il y a aussi à dire à tout niveau, puisque en fait, on est dans une situation depuis pas mal d'années où il y a une volonté de faire en sorte que la qualité se détériore dans pas mal de services, et notamment, je pense, dans la question des services publics. Je me rappelle, Santini, à une époque, avait dit ouvertement: les services publics, les gens, ils ont une bonne appréciation des services publics. Si on veut les privatiser, eh ben, il faut qu'ils en aient une moins bonne. Donc, bon, moi, je travaille à Orange, enfin, je travaille plus maintenant, je suis en retraite, mais je travaille à Orange, et donc avant France Télécom et avant le PTT, et donc, on a déjà vu certaines conséquences. Les cheminots, ils ont bien vu aussi une certaine dégradation de leur qualité de travail. Et derrière, les idées de privatisation sont quand même pas mal venues aussi, même s'il y a eu des mobilisations. Il y a des gens qui le pensent. Ils pensent que ça va améliorer. Bien que maintenant, à force de réduire partout, ça se dégrade partout. Mais je pense que, par rapport à ta question, je pense que déjà, s'informer, être mobilisé tout le temps. On ne peut pas être mobilisé par à coup, il faut être mobilisé tout le temps, parce qu'il y a des choses qui se font sournoisement. Et notamment... quand on voit, il y a les grandes orientations là qui viennent d'être décrites avec, je vais dire, un gros, puis un moins gros, et puis un petit, si je vais un peu vite. Mais il y a aussi les spécialisations. Parce que, par exemple, à Béclair, c'est quand même un gros hôpital, pardon. Et en fait, on s'aperçoit que là aussi, il y a des services qui sont menacés. Parce qu'on dit, vous avez moins de moyens, on va renvoyer à celui-là qui va se spécialiser là-dessus. Moi-même, j'ai fait un petit tour à Béclair aux urgences. J'ai passé 12 heures aux urgences, même que le chirurgien est venu me chercher pour aller à l'opération. Je l'ai suivi tranquillement à pied, pas de problème. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. On nous a envoyés à Villejuif. Pour d'autres choses, c'est encore ailleurs. Donc, c'est ça aussi. Et là, j'ai entendu plusieurs choses par rapport à des menaces qui avaient été faites à Rambouillet. Je pense que peut-être ils n'ont pas réussi sur la réanimation, peut-être ils n'ont pas réussi sur un autre truc, puis derrière ils ont la volonté de se dire, la chirurgie par exemple, c'est très préoccupant, c'est 20 lits, c'est ça? 20 lits, voilà quoi, c'est un vrai problème. Ça veut dire que, je vais dire, si moi je dois me refaire ouvrir, c'est sûr, je vais pas me retrouver à Rambouillet, donc je vais me retrouver ailleurs, et ça veut dire qu'il n'y a personne pour aller vous voir, quand vous avez des suivis réguliers importants, ça compte. Ça compte aussi dans le soin. Pourquoi? Parce que tout ça derrière, c'est quand même... on est passé d'un moment où on se dit, voilà les besoins qu'on a en santé, et comment on peut faire pour avoir le budget pour répondre à ces besoins. Aujourd'hui, ils ont renversé le truc. On détermine un budget et on dit comment faire entrer la santé dans ce budget. Donc c'est plus la même chose. On n'est plus sur la question humaine, on n'est plus sur la question du service, on est sur une question qui est simplement combien ça coûte et comment on va rentabiliser cette affaire, quoi.
J'ai même vu, et je vais m'en arrêter là parce que je voulais parler des urgences, mais ça fait rien, d'autres en parleront. J'ai même vu, notamment dans un reportage, et je connais très bien cet hôpital qui est à Fourmies dans le Nord, où, avec le paiement à l'acte, ils se spécialisent dans, pour eux, ce qui est rentable, c'est pas le sleeve, c'est l'anneau gastrique. Alors, là, voilà, on fait de l'anneau, on fait des anneaux gastriques. On y va, vous avez un problème, hop, vite, anneau gastrique. Et là, on compte à la fin d'année, ça fait tant, hein, et donc on a rentabilisé. Et même, je vais dire, à Béclair, où j'étais dans le même service, c'était beaucoup les sleeves. Et là, j'ai eu beaucoup enfin, le sleeve, c'est on retire de l'estomac. Donc, là, j'ai vu, ça y va, hein. Alors, les réunions préparatoires, les machins et tout, hop, hop, hop. Et puis, vas-y que je t'ouvre. Et puis après, en plus, il faut faire l'intervention parce qu'il y a les pots à reprendre. Alors, mon voisin, il avait la sangle abdominale. Après, les pectoraux. Ça doit y aller. Hein. Donc, on est sur une autre logique qui est combien ça rapporte. Et la petite allusion avec les PTT. Les PTT, au début, ont raisonné en qualité technique des services, c'est-à-dire on disait le nombre de temps qu'il y a pour avoir une panne, et à l'époque on disait une panne toutes les 70 ans, la moyenne. Et après on a dit, maintenant on ne raisonne plus comme ça, on raisonne le temps d'utilisation des téléphones, et combien de temps vous allez y passer, et combien de temps qu'on va pouvoir vous vendre. Il y a des similitudes des fois. Bon, c'est pas la même chose, hein, mais c'est de la communication aussi. Bon, je voulais dire un truc sur les urgences, mais bon. Merci. Oui. Alors attendez, on va vous passer le micro dans quelques instants. Il y a déjà 2 intervenants de prévus. Et puis peut-être aussi qu'on fera intervenir M. Cesbron, puisqu'il est arrivé depuis quelques minutes. Donc moi je voudrais parler des causes et des responsabilités, parce que si on veut sortir de la situation dont on vient de parler, il faut bien aborder cette question. Je remonte à la loi Larcher-Bachelot de 2009, qui a établi une chaîne de commandement transmettant les ordres du ministère jusqu'au directeur de centre hospitalier par l'intermédiaire des directeurs des agences régionales de santé. Parallèlement, le pouvoir local du maire sur l'hôpital de sa ville a été réduit. De même, les médecins ont perdu leur pouvoir dans l'hôpital, n'ayant plus qu'un avis consultatif. Ce qui fait dire au professeur Bernard Debré en avril 2009, le pouvoir qu'ont les médecins de proposer un projet médical pour l'hôpital ne leur appartiendra pas. Ce sera le directeur qui l'aura, avec une vision uniquement comptable. Et c'est bien ce à quoi on assiste aujourd'hui. Les directeurs ou directrices sont formés pour gérer leur hôpital comme une entreprise sous-traitante à qui le donneur d'ordre impose un tarif des actes qui baisse constamment. Pour être rentable financièrement, ces directeurs et directrices doivent faire un maximum de recettes avec un minimum de dépenses. Voilà pourquoi les travaux ne sont pas faits à Rambouillet. Voilà pourquoi les hospitaliers n'en peuvent plus d'être en sous-effectif et mal payés. Le privé n'a alors pas beaucoup d'efforts à faire pour proposer mieux et débaucher les médecins, ce qui sert d'excuse aux suppressions de services dans le public. Les GHT de Mme Touraine n'ont fait qu'aggraver la situation. Même le président du Conseil de l'Ordre des médecins en a fait le procès. Leur bilan est mauvais. J'ai lu un article d'Actu 78 très récent qui dit que le directeur de Mignot dit que son hôpital tourne à plein régime, mais il accuse 4 millions de déficit. Ce nouveau directeur ajoute « Toute la question est de trouver comment faire face aux conséquences des investissements passés tout en continuant à investir. » Ben oui, on peut pas rien qu'avec des malades et le paiement des actes, financer les investissements et le développement des hôpitaux. Aujourd'hui, Madame Buzyn, on en a parlé tout à l'heure, je vais aller vite, veut aller encore plus loin avec le démantèlement de 600 hôpitaux rétrogradés en centres de soins, abusivement dénommés hôpitaux de proximité. Les accouchements et la chirurgie seraient concentrés dans un petit nombre de vrais hôpitaux, éloignés des populations, à fort rendement comme les usines, et tout autant soumis à l'austérité. Le Parlement a voté la loi de financement de la sécurité sociale qui impose 5,7 milliards d'économies
sur le budget de la sécurité sociale, dont 3,8 milliards pour la branche maladie, celle qui finance les hôpitaux. Ceci obligera ces derniers à réaliser 900 millions d'économies supplémentaires en 2019. De plus, a été voté le non-remboursement intégral par l'État des exonérations de cotisations sociales qu'il décide lui-même. Pourquoi, de Sarkozy à Macron en passant par Hollande, cet acharnement continue à réduire les dépenses de santé? Je pense qu'on est au cœur de choix de société où ceux qui gouvernent font un autre choix que nous. Il s'agit d'installer en France un système de santé à l'américaine où une maladie grave vous oblige à vendre votre maison, un système à 2 vitesses avec des hôpitaux publics criant misère pour la grande masse de la population et de belles cliniques pour les plus fortunés. L'argent nécessaire à la santé existe pourtant. Le Parlement a voté 40 milliards d'euros aux entreprises sans aucun contrôle ni contrepartie dans le cadre du CICE. L'évasion fiscale atteint 100 milliards par an et l'impôt sur la fortune a été supprimé. C'est pourquoi je propose que nous lancions un appel aux députés et sénateurs, particulièrement à Madame Berger qui a voté la dernière loi de financement de la sécurité sociale, voter contre la baisse des ressources de notre système de santé, exiger l'arrêt immédiat de toutes les fermetures de maternités et de lits d'hôpitaux, remettez à plat les lois Bachelot et Touraine et faites une véritable consultation nationale. Merci. Alors, on va passer dans quelques secondes la parole à M. Cesbron, bien sûr, pour qu'il s'exprime. J'aimerais revenir un instant, insister un peu, M. Espina l'a fait tout à l'heure, sur l'importance de vos avis. Au-delà de ce constat que vous exprimez, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'hôpital? Est-ce que vous pensez qu'il faut rejeter totalement une collaboration, un partenariat avec le privé? Est-ce que l'hôpital doit rester, en tout cas dans la structure telle qu'il est actuellement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? Voilà, Monsieur Cesbron. Vous demandez mon avis à ce propos et également votre avis sur le débat de ce soir. Alors, non, tout d'abord, je ne veux pas gêner le débat entre vous. Hein. Vous posez des questions qui sont fortes et importantes et intéressantes, hein, qui interrogent aujourd'hui notre système de santé. Alors, je voudrais rappeler quand même quelque chose de très important, alors qui a été évoqué à travers vos questions, c'est qu'il existe un service de santé public et un service de santé privé. Celui qui est en difficulté, vous savez lequel il est. C'est le secteur public de santé. Voilà. Le secteur privé, alors parfois il arrive qu'on nous fasse pleurer sur des fermetures de cliniques qui existent. Le secteur privé à but lucratif est un secteur commercial. Voilà. Donc lorsqu'une boutique ne fonctionne pas, on la ferme, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc, et pour que le privé fonctionne, il doit dégager des profits, des bénéfices. Voilà. Pour réinvestir, c'est le principe simplement du commerce. Il n'y a pas de problème. Alors, il existait, et il existe toujours d'ailleurs, un secteur privé qui est lié au secteur public, c'est-à-dire dont les exigences de fonctionnement sont celles du secteur public. Voilà. Autrement dit, qui ne fait pas de profit et qui doit remplir un certain nombre d'actes qui sont propres au secteur public. Le secteur public, il est destiné à qui? À tous. Voilà, très simplement. Il est destiné à être égal pour tous. Autrement dit, il ne doit pas y avoir de différence de traitement selon votre fortune personnelle. Voilà, tout le monde doit être soigné de la même façon. On a évoqué le système de sécurité sociale, vous en connaissez le mécanisme, on ne va pas y revenir, mais vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que c'est un système tout à fait remarquable dans le monde qui a permis à l'ensemble de notre organisation sanitaire d'être la première dans le monde à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Nous étions la meilleure santé, la meilleure organisation sanitaire